Bonsoir à tous. Je vais vous parler de la place de la génomique dans la taxonomie. Avec une petite histoire, ce que la taxonomie veut dire en grec, c'était son méthode de classification, méthode d'arrangement. Alors, c'est décrit comme une science, alors que c'en est absolument pas une. C'est la science qui identifie, qui nomme les espèces, et les arrange et les classe. C'est aussi décrit comme la plus ancienne profession. La première phrase de taxonomie qu'on a dans l'histoire, c'est un empereur chinois qui s'appelait Shen Nu, qui classait ce qui était plantes en plantes mangeables et plantes non mangeables. On trouve des traces ensuite à l'ère égyptienne de classification des plantes sur des peintures murales en ancienne Égypte. Et ensuite, donc, les scientifiques grecs ont continué à classer, sachant que l'ère moderne de la taxonomie commence au XVIIIe siècle avec Linné qui va lui proposer un système de classification des plantes. Et il faut attendre le XIXe siècle et Kohn pour qu'on s'intéresse à la classification des bactéries. Il lui propose une classification en genre et espèces. Les critères qu'il utilisait à l'époque, c'était la morphologie, les caractères culturaux, le potentiel pathogénique et certaines réactions chimiques. Mais dès le XIXe siècle, très peu de temps après, déjà on commence à se disputer. Et vous voyez, les man et non-man disent que c'est hasardeux et que c'est absolument pas scientifique. Il y a trop une bagarre autour de la taxonomie et de la classification. En 1923, la première société américaine de bactériologie qui va devenir la SM fait un rapport sur la caractérisation et la classification des types bactériens, qui est la base du Berlioz manual. Et cette classification est appelée pragmatique arbitraire. Et il faut se baser sur une culture type qui soit acceptée par les bactériologistes comme suffisamment proche. 1961 marque la mise au point de la méthode d'hybridation ADN-ADN, qui reste à l'heure actuelle toujours une méthode de référence sur la taxonomie. On peut discuter de ça. 1970, mise au point de la phylogénie. 1980, dans les années 80, une nouvelle vision drastique de la quantité du nombre d'espèces validées de 40 000 à 2500. 1998, mise au point de la MLST, et les années 2000, bien sûr, avec l'arrivée de l'ARN 16S. Et ce qui fait qu'on a actuellement toujours un schéma qui est un schéma polyphasique qui comporte des critères phénotypiques, morphologie, culture, etc., et des critères génétiques, en particulier donc un niveau de similarité de 16S de 98,7% qui va définir une nouvelle espèce ou pas, et 95% pour le niveau du genre, un taux d'hybridation ADN de 70% en valeur seuil qui va définir si une souche appartient ou pas à une espèce, un taux de GC% supérieur à 5%, et il faut déposer les souches dans deux collections différentes, dans deux pays distincts. Limites et inconvénients, la définition d'espèce telle qu'elle existe aujourd'hui, les critères utilisés ont été basés sur en fait, essentiellement les entérobactéries. On s'aperçoit que ces critères ne s'appliquent pas à l'intégralité du monde bactérien. On peut aussi critiquer la reproductibilité, le coût et la relevance des méthodes utilisées, et en particulier l'hybridation ADN-ADN, dont je rappelle qu'elle est vendue et faite par un certain nombre de personnes qui sont elles-mêmes, qui promeuvent elles-mêmes cette méthode et qui font partie des gens qui classent les bactéries les unes par rapport aux autres. On a tendance à aussi surclassifier les phénotypes et les pathotypes d'intérêt médical par rapport aux organismes environnementaux. Ensuite, il y a le problème du transfert latéral de gènes qui parfois donne des incongruences entre génotype et phénotype. Et finalement, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'une espèce bactérienne? Depuis 1995, vous savez qu'on est entré dans l'ère de la génomique bactérienne, avec le premier génome qui est celui d'Hémophilus influenzae, et puis une augmentation très significative, en particulier depuis 2005, du nombre de génomes séquencés par an. Et il y en a au 26 septembre 3381 qui ont été séquencés, on en a permis de séquencer 150, ce qui représente 4% au total, et pour l'année 2012, 2,5%. Ça permet un accès complet à l'intégralité des critères génétiques. C'est pas biaisé
par des méthodes peu reproductives. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas toujours prédictif du phénotype, mais bon. Et que le contenu génomique peut varier à l'intérieur d'une espèce, peut varier entre les souches, d'où la notion de pangénome, qui est le répertoire génétique en fait, d'une espèce qui comporte le corps génome qui est présent chez toutes les souches et le génome variable. Cette notion de pangénome a été mise en évidence en 2002 avec Escherichia coli, avec un corps génome qui était à 3000 gènes et un pangénome, vous voyez, la totalité des gènes d'Escherichia coli qui était de 7638 gènes, donc une variabilité entre souches très importante. Alors ça aussi c'est très variable, hein, cette histoire de pangénome varie énormément d'une souche à l'autre. Pour Streptogalaxiae, on voit que chaque nouveau génome apporte 33 nouveaux gènes, alors que pour Bacillus anthracis, le pangénome a été complété avec 4 génomes. Pour Staphylococcus, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler récemment, le corps génome est d'à peu près 1960 gènes, pour un pangénome 3750 gènes, et ça c'est basé sur une trentaine de génomes, donc c'est quelque chose qui est assez fiable. Dans le laboratoire, on a un projet actuel qui est la microbiogénomique, avec différents aspects, la description des génomes de nouvelles espèces, 73, la description des génomes d'espèces connues pour lesquelles aucun génome n'est disponible, 45, des études de pangénomique, on étudie les génomes de plusieurs souches d'une même espèce, 250 souches de 6 espèces, et des études de métagénomique, 214 métagénomes à l'heure actuelle. L'objectif de l'année étant de séquencer et publier 100 génomes bactériens. Pour ce faire, on pense intégrer les données génomiques dans la description des nouvelles espèces, qui comporterait donc de façon polyphasique le phénotype, dont la caractérisation Manitov, la spectrométrie et la microscopie électronique, le CSS et donc les caractéristiques génomiques, avec en particulier un pourcentage de similarité de séquences au niveau génomique, ce qui pour l'instant n'est pas reconnu, mais il commence à y avoir pas mal de travaux qui poussent dans ce sens. Voilà un exemple de ce qu'on a fait, c'est Alisticus timonensis qui a été publié il y a très peu de temps. À l'heure actuelle, on est à 7 nouvelles espèces publiées et décrites selon ce principe où on décrit le phénotype, la phylogénie, le génome complet, vous voyez, avec son cercle et sa description complète, et le spectre protéique Manitov, avec donc un pourcentage de similarité de CSS pour cette espèce qui était avec la plus proche validée de 96,98%, donc sur le CSS c'est calé, et au niveau génomique, un pourcentage de similarité est de 88,72%, vous voyez un pourcentage au niveau génomique beaucoup plus bas. Alors, au bout du compte, est-ce qu'on va arriver à réconcilier la taxonomie et la génomique? Alors, actuellement, la génomique n'est pas acceptée, les critères génomiques ne sont pas acceptés par tous les taxonomistes, mais je vous ai expliqué qu'il y avait des conflits d'intérêts évidents avec certains taxonomistes qui vendent des méthodes, et donc, bien entendu, qui n'ont pas intérêt à ce que de nouvelles méthodes aient en place. Pierre Fraser a dit OK pour la génomique, pourquoi pas, mais est-ce qu'un génome d'une espèce suffit pour caractériser l'espèce et combien de séquences génomiques seront nécessaires? La question reste encore ouverte. Est-ce que des datas de transcriptomique et de protéomique sont aussi nécessaires? Dans tous les cas, il faudra une qualité standardisée des séquences génomiques. Quand on regarde dans le GenBank les séquences génomiques disponibles à l'heure actuelle, parmi les 3380, il y a à peu près de tout. Il y en a qui sont très bonnes, très bien vérifiées, d'autres qui sont très très mauvaises. Il faut, dans l'idéal, et ça a été proposé par plusieurs, essayer d'obtenir des séquences génomiques de toutes les souches types des différentes espèces. Est-ce qu'avec ça, on aura une congruence avec les data génomiques, entre les data génomiques et la taxonomie classique? C'est pas sûr, mais à la limite, c'est pas un vrai problème. Quelle est l'influence du LGT? Pour l'instant, on ne sait pas. Et dans tous les cas, il faut un sous-comité de l'ICSP, du Comité international de taxonomie, qui a été proposé d'ailleurs pour intégrer les data génomiques dans la taxonomie. Dans tous les cas, donc, il faut se mettre au travail.